Eh bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir. Je suis Pascal Leméraire, le directeur des Journées de l'économie. Heureux de vous accueillir pour une manifestation que j'avais appelée la matinale de l'Assemblée nationale. Et pour moi, en tout cas, ce matin, ce fut la très matinale de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si pour vous, les difficultés aussi étaient un peu plus importantes, mais je dois dire que pour atteindre Paris, il y avait quelques difficultés. Et on a perdu la totalité des élèves de l'éducation nationale dans ce problème ici de grève des transports. Je crois qu'on va avoir une petite vidéo du président de l'Assemblée nationale qui est retenu actuellement dans les débats parlementaires, qui va nous dire un mot de bienvenue pour nous accueillir aujourd'hui. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du jury, madame la présidente du jury, chère Annie Cotte, monsieur le directeur, cher Pascal Leméraire, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour la remise des prix de l'Association française de sciences économiques. Elle sera suivie d'une table ronde sur un sujet qu'on peut dire d'actualité, mais qui est en fait aussi très ancien, fiscalité et démocratie. Historiquement, l'émergence de la démocratie parlementaire et l'impôt sont intimement liés. C'est pour prévenir la fronde des barons et des bourgeois que la royauté française a dû accepter la formation d'une assemblée, les États généraux, chargés d'autoriser la levée de contributions nouvelles, l'expression que l'on employait à l'époque pour les impôts. C'est le principe même des régimes parlementaires qui est ainsi en germe. L'Assemblée nationale de 1789, issue des États généraux, votera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 14 dispose que, je cite, « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appellerait le budget. » Ces exigences se retrouvent aujourd'hui, même si le débat public a évidemment évolué vers d'autres problématiques. Nous nous interrogeons sur l'efficacité économique et sociale, écologique aussi, de l'impôt, et par là sur son acceptabilité, c'est-à-dire sur le taux de prélèvement obligatoire que notre société, que les citoyens sont prêts à accepter, sont prêts à supporter. Et si le principe d'égalité de tous les citoyens devant l'impôt est acquis, et même un principe de valeur constitutionnelle, sa mise en œuvre est rendue complexe par les opportunités d'optimisation fiscale, sans parler de l'évasion fiscale, pure et simple, pure et dure, qu'il nous faut combattre tant elle peut saper le contrat social, le lien social entre les citoyens. Sur cette thématique essentielle, l'Assemblée nationale est particulièrement vigilante et active, et depuis longtemps. Si le projet de loi dit de droit à l'erreur tend à transformer en profondeur la relation entre l'administration et les citoyens sur la base de la confiance, la contrepartie est bien sûr de veiller à la justice fiscale. Dans ce domaine, l'Assemblée nationale a conscience qu'il faut agir plus et plus rapidement. C'est pourquoi 2 missions parlementaires d'information ont été constituées ces derniers mois. La première, commune à la Commission des finances et à la Commission des lois, porte sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, autrement dit sur ce que l'on a appelé le verrou de Bercy. Elle a d'ailleurs rendu ses conclusions hier et elle a fait un certain nombre de propositions pour faire évoluer notre système. La seconde mission d'information, composée de membres de la Commission des finances également, travaille sur l'optimisation et l'évasion fiscale. Confrontés à des questions aussi techniques, les députés ont besoin de moyens d'investigation conséquents, mais aussi de moyens d'évaluation. Et c'est pourquoi, au moment où s'ouvre le débat sur la révision de la Constitution, je défends le modèle d'une nouvelle Assemblée nationale, dotée de pouvoirs et de moyens qui conviennent à un véritable contre-pouvoir du XXIe siècle, à un pouvoir fondé sur l'évaluation et le contrôle du pouvoir exécutif. Une assemblée moderne est d'abord un lieu d'expertise autonome. Nous avons tous des convictions,
Mais le débat parlementaire ne saurait se limiter à des affirmations de principe. Nous devons confronter nos convictions au réel, étudier sérieusement l'application des principes par les administrations, ce qui suppose de changer de culture politique et parlementaire. Le contrôle parlementaire doit pleinement se saisir des outils existants, à l'instar des contrôles sur pièce et sur place, notamment pour les rapporteurs spéciaux des budgets. Les parlementaires doivent avoir accès aux données fiscales et comptables, celles du Trésor public, pour alimenter leurs propres simulations, leurs propres évaluations. C'est dans cet esprit qu'un printemps de l'évaluation s'ouvrira le 30 mai prochain pour la première fois dans notre Assemblée. Il donnera lieu à l'audition de tous les membres du gouvernement sur leur action passée autour de ce que l'on appelle la loi de règlement de 2017. Nous ne pouvons plus passer 3 mois à examiner un budget prévisionnel d'intention pour solder en 3 petites heures seulement son exécution réelle, sa réalisation. C'est cela l'objet de la loi de règlement. Je souhaite par ailleurs la création d'une agence parlementaire indépendante d'évaluation, dotée de plusieurs dizaines d'experts et sans doute de plusieurs millions d'euros de budget. L'organisme existant, France Stratégie, pourrait en fournir l'armature s'il était transféré de l'exécutif vers le législatif. Par ailleurs, l'Assemblée nationale doit pouvoir, par contrat, faire appel à des experts et tout particulièrement à des économistes, à des professeurs d'économie, à des chercheurs en économie, afin de contre-expertiser les études d'impact et chiffrer les principaux amendements des groupes parlementaires. C'est tout le sens de la réforme de la fonction publique parlementaire que j'ai également voulu lancer. Développer une expertise propre au Parlement au service d'une fiscalité économiquement efficace, écologiquement efficace et socialement juste, tel est mon projet. C'est vous dire que l'Assemblée nationale attend beaucoup de vous et de vos travaux pour renforcer le lien entre la démocratie et la fiscalité. Et je vous souhaite d'excellents travaux aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il me revient de remercier d'abord le président de l'Assemblée nationale pour nous accueillir aujourd'hui ici à l'hôtel de la Sèche. Je pense que c'est un lieu emblématique pour mener les débats que nous allons avoir. C'est en fait la 5e édition des matinales de l'Assemblée nationale. Ces matinales ont été une initiative conjointe de l'Association française de sciences économiques, très représentée ici aujourd'hui, et des journées de l'économie, où on pensait qu'il fallait qu'entre les économistes, les parlementaires et les citoyens, il y ait un lieu où on puisse aborder, je pense, les grands sujets de débat. Et si on regarde les 5 éditions de ces matinales, je crois qu'on a abordé des sujets qui sont centraux pour chacun d'entre nous, puisqu'on a traité des leviers de la croissance la première année, de la dépense publique ensuite, des inégalités, des migrations, et aujourd'hui de fiscalité et démocratie. Autant de sujets, à mon avis, qui ont été choisis à chaque fois parce qu'ils étaient essentiels à la fois pour nos démocraties, qui font partie, quand on regarde ces sujets, des grandes questions qui mobilisent les économistes depuis très longtemps, et on peut vraiment faire là, de l'histoire de la pensée économique aujourd'hui sur tous ces sujets, et ils sont aussi très présents dans les débats parlementaires. Donc, on voit bien dans l'actualité, et le président de l'Assemblée nationale le rappelait à l'instant, qu'il y a un débat qui est ouvert au sein de l'Assemblée nationale sur les moyens à la disposition des députés afin de leur permettre d'avoir une réelle sur les sujets aussi techniques que ceux de la fiscalité, mais qui sont tout à fait essentiels parce qu'ils conditionnent aussi le consentement des citoyens. Donc je pense qu'on aura une table ronde où la rencontre entre les députés et les économistes sera passionnante parce qu'elles sont dans l'actualité. Mais avant cette table ronde, il y a la remise des prix du livre de l'Association française de sciences économiques. Alors, c'est une initiative aussi à laquelle on tient particulièrement, c'est-à-dire les universitaires lisent et choisissent les livres de l'année précédente, donc de l'année 2017, qui sont écrits par des économistes. Et je crois que c'est aussi une initiative qu'il faut absolument soutenir parce que les universitaires ne sont pas particulièrement incités à écrire des livres.
Ils ont déjà beaucoup de contraintes, ils ont des pressions académiques qui les poussent essentiellement à publier, et à publier en anglais. Donc moi, je suis très sensible à ce que les économistes fassent l'effort de rédiger des ouvrages qui participent du débat économique. Vous allez voir que les ouvrages qu'on a primés cette année sont particulièrement bien adaptés par rapport au débat économique qu'on peut avoir et qu'on a particulièrement aussi en France. Donc je vais appeler Annie Cotte, qui était la présidente du jury du prix du livre d'économie, qui va vous dire quelques mots et qui va appeler ici ceux à qui nous devons remettre le prix. Bonjour. Le jury du prix d'économie de l'AFSE était cette année composé de 9 membres. Françoise Benamou, professeure à l'Université Paris 13, Xavier Bonnet, qui est ici, inspecteur général de l'INSEE, Sophie Brana, qui est professeure d'économie à l'Université de Bordeaux, Martine Carré-Talon, qui est professeure à l'Université Paris-Dauphine et secrétaire générale de l'AFSE, l'AFSE étant l'Association française de sciences économiques, Rémi Leca, qui est ici, chef du service des études des politiques structurelles à la Banque de France. C'est pas ça? Je te vois froncer le nez. Pascal Lemairer, qu'on vient d'entendre, professeur à l'ENS de Lyon et grand responsable devant l'Éternel à la fois des GECO et des matinales de l'économie de l'AFSE. Jean-Eudes Moncombe, qui est secrétaire général du Conseil français de l'énergie. Lionel Rago, qui est professeur à Nanterre. Et moi, qui suis professeur à Paris 1. Donc, vous voyez, c'était un mélange de gens qui sont actifs de manière plus concrète et pratique et d'universitaires, de chercheurs. Donc, nous avons examiné 69 ouvrages d'économie, théoriques ou appliqués, publiés en 2007. Ensuite, constitué une shortlist, en gros une liste courte, mais on dit une shortlist en français, je ne sais pas pourquoi, de 8 ouvrages qui est publié sur le site de l'AFSE, et décidé de primer les 3 ouvrages dont vous attendez les noms avec une impatience que je lis sur vos visages et que je vais m'empresser à laquelle je vais m'empresser de mettre fin. Donc, dans le désordre, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, nous avons primé, et je les appelle pour la table ronde, le premier tome intitulé « Sous le regard des géants » du livre de Pierre de Keysse, « Le capitalisme et ses rythmes, 4 siècles en perspective ». Clap, clap. Qualité de l'emploi et productivité de Philippe Askenazi et Christine Erel. Clap, clap. Et la gauche, la droite et le marché, histoire d'une idée controversée, 19e, 20e siècle, de David Spector. Alors, je vais rapidement présenter nos auteurs et leurs ouvrages, et ensuite, on engagera un débat. Je leur ai demandé à chacun de choisir un exemple topique de la démonstration qu'ils conduisent dans ce livre et d'engager une discussion. Il y a quand même beaucoup de thèmes communs quand on relit les 3 ouvrages, ce que j'ai fait avant-hier. Il y a beaucoup de thèmes communs et donc on peut assez facilement croiser les problématiques. Je commence par Pierre de Keysse. Pierre est chercheur au laboratoire Triangle, professeur émérite à l'Université Lyon 2 où il a fondé le Centre Valras et où il a dirigé la monumentale, j'allais dire monstrueuse, édition des œuvres complètes d'Auguste et Léon Valras en 14 volumes, de 1987 à 2005. Pierre de Keysse est spécialiste de l'histoire de la pensée économique et de l'histoire longue de l'économie, dans la lignée des travaux de Brodel. Il a publié des ouvrages sur l'espace dans la pensée économique, sur la transition de l'esclavagisme antique à la société médiévale. Je pense à la libération médiévale en 79, Sauvage et ensauvagé, ou Le sucre et les larmes. Pierre a un talent des titres qui nous rend tous jaloux dans cette profession. Il a publié sur Valras « La société n'est pas un pique-nique », joli titre encore, une biographie rédigée avec Jean-Pierre Potier. Il a publié sur Hobbes et la question du pouvoir en économie, pouvoir et autorité en économie, ou Hobbes, économie, terreur et politique. En histoire économique, il a tout d'abord travaillé avec son ami, son complice et son alter ego Bernard Rosier, à qui le livre est dédié, sur les cycles économiques, dont Rythme économique, crise et changement social, une perspective historique, et sur la philosophie de l'histoire, dans un ouvrage intitulé joliment L'histoire ambiguë. Il continuera à publier sur ces questions avec Jour de colère, L'esprit du capitalisme, qu'il publie avec Fukuyama, Marc Guillaume et Peter Sloterdijk en 2009. Dans L'enfer, ce n'est pas les autres, sur les bénéfices possibles de la mondialisation pour la France et l'Europe. Dans Jour de colère, L'esprit du capitalisme, et
dans Fin du monde ou sortie de crise avec Jean-Hervé Lorenzi. Et l'année dernière, ce livre que personne ne l'a apporté, j'aurais dû l'apporter, une sorte d'ouvrage monumental, 965 pages, je ne vais pas le résumer dans sa totalité. Si je reprends la 4e de couverture, c'est ce que les flemmards font, mais j'ai lu tout le livre. Les tempêtes de l'économie mondiale, écrit Pierre, ont des antécédents dans les temps longs. Cet ouvrage met en perspective les crises et les mutations qui ont rythmé l'expansion de l'économie mondiale depuis 4 siècles. Il présente les faits majeurs et les théories qui en rendent compte. Le capitalisme a été bouleversé, les théories aussi, mais il est des permanences et les grands penseurs d'hier restent indispensables pour comprendre les jeux de la finance, les ressorts profonds de l'économie contemporaine et écarter les erreurs du passé. C'est probablement la raison pour laquelle nous avons primé cette œuvre magistrale. Donc si je vous donne un aperçu du contenu, le livre commence par une présentation synthétique. Alors je pense qu'il y a des profs du secondaire ici et c'est tout à fait utile pour vous. Les premiers chapitres, les 965 pages sont précieuses certes, mais les 2 premiers chapitres sont directement utilisables sur les théories des crises et des rythmes économiques et sur l'évolution statistique des grandes variables macroéconomiques. L'ouvrage alterne des chapitres ensuite qui sont consacrés aux faits, entre guillemets, et aux théories en organisant un jeu de miroir entre les uns et les autres. Donc sont ainsi présentées les crises de l'Ancien Régime, du haut capitalisme, la grande crise des années 30, analysées à la lumière des travaux théoriques de Hilferding, Schumpeter sur le capitalisme monopoliste ou la grande industrie, Friedman et Galbraith pour la crise des années 30, mais aussi Balzac, Hugo, Zola, Bataille. Donc il y a sur la question de l'histoire économique un ouvrage large, extrêmement cultivé, très joliment écrit, et avec des chapitres théoriques également qui sont consacrés à Marx, à Wicksell, à Autrey, à Fischer, à Hobson, à Keynes. Donc pour les lycéens qui ne sont pas là mais auxquels je m'adresse virtuellement, vous aviez 965 pages à lire cet été, vous venez d'y échapper. Deuxième ouvrage de Christine Erel et Philippe Askenazy. Je présente rapidement les auteurs. Christine est professeure au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, où elle occupe la chaire d'économie du travail et de l'emploi. Elle est directrice du Centre d'études de l'emploi et membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. On voit qu'elle s'intéresse à l'économie du travail et à l'emploi. Elle a publié de nombreux rapports, des ouvrages scientifiques, des articles scientifiques. Je cite quelques-uns de ses titres. La réduction du temps de travail avec Christine Gavagny et Laurence Lisée. Transitions and Time Adjustment over the Life Course avec Dominique Anxo et Jennifer Schipper. 50 débats sur le travail avec Philippe Debelle, Mathias Klon et Olivier Mazade. Les politiques de l'emploi en 2009. Et bien sûr, le livre que nous avons décidé de primer, coécrit avec Philippe Askenazy, qui lui est économiste du travail aussi, c'est pas étonnant, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École normale supérieure de Paris. Dans la bibliographie de Philippe, on peut citer La croissance moderne en 2002, Les désordres du travail, enquête sur le nouveau productivisme, Organisation et intensivité du travail avec Damien Carton, Frédéric de Coninck et Michel Golac, Les soldes de la loi Raffarin, le contrôle du grand commerce alimentaire, une série de nouvelles questions d'économie contemporaine publiées en 2008, 2010, 2013 avec Daniel Cohen, je pense que ça va continuer, le manifeste des économistes atterrés, car Askenazy est atterré, sur la crise et les dettes en Europe, avec André Orléans, Henri Sterdignac et Thomas Coutreau, l'éternel quatuor, le partage de la valeur ajoutée, les décennies aveugles, emploi et croissance, tous rentiers pour une autre répartition des richesses, et bien sûr, l'ouvrage que nous avons eu plaisir à lire et que nous avons choisi parmi ces 69 ouvrages initiaux. Alors, Qualité de l'emploi et productivité cherche à expliquer le ralentissement durable de la productivité du travail depuis la crise de 2008. C'est ce que les Américains appellent le productivity slowdown, ce qui est un thème qui revient beaucoup dans les recherches contemporaines, à la fois en micro, en éco du travail et en macroéconomie. Et donc ici, il mobilise à la fois des analyses macro sur les tendances de la productivité et de l'emploi, et des données d'entreprise. C'est une des originalités de l'ouvrage, de croiser les deux. La thèse défendue est originale, elle consiste à dire que le ralentissement des gains de productivité s'explique pour partie par le sous-ajustement de l'emploi à la baisse de la demande, classique, ce que les économistes appellent le cycle de productivité, mais pour partie seulement.
Et l'ouvrage met en lumière les facteurs liés à la dégradation de la qualité de l'emploi, d'où le titre « Qualité de l'emploi et productivité », en France notamment, et plus précisément les changements qui affectent l'usage des contrats courts dans les entreprises, qui semblent correspondre plus à une logique d'optimisation financière selon nos auteurs que d'efficience productive. Une solution, celle en tout cas que propose le livre de Christine et Philippe, consisterait alors à tourner le dos au principe de flexibilisation du marché du travail, pour au contraire miser sur les différents niveaux qui affectent la qualité de l'emploi, comme le type de contrat, la sécurité de l'emploi, l'accès à la formation, les conditions de travail, le niveau des rémunérations. Et donc prendre ces différentes données comme autant de facteurs qui affectent à la fois la motivation des salariés, et donc leur productivité, et la capacité des entreprises à innover, ce que confirment récemment des travaux du BIT et des indicateurs développés par l'OCDE et la Commission européenne. Donc c'est là, à nos yeux, aux yeux du jury que je représente ici, c'était là l'intérêt principal du livre. La thèse peut paraître hétérodoxe, mais elle contribue dans un petit livre extrêmement clair à renouveler le regard que les politiques ont pu porter sur l'un des enjeux majeurs de notre époque, un ralentissement durable de la productivité du travail, au-delà des traditionnels cycles de productivité, qui diminuerait les recettes fiscales et sociales et mettrait en danger l'équilibre financier des systèmes de retraite et des systèmes de santé, donc leur soutenabilité à moyen terme. Ce qui, évidemment, et je pense que c'est un des thèmes pour une prochaine matinale, s'inscrit dans une réflexion plus structurelle sur notre modèle social et son financement. Dernier ouvrage primé, l'essai de David Spector, qui est chargé de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris, spécialisé en économie industrielle, en économie de la concurrence, et qui a écrit sur le libéralisme, ses définitions, ses applications et ses limites. En 2007, il a publié « Électricité, faut-il désespérer du marché, pardon. Et récemment, l'essai que l'AFSE a primé cette année, « La gauche, la droite et le marché, histoire d'une idée controversée ». Alors la thèse de David est que, en gros, au point de départ, on a une tradition libérale britannique doublement incarnée par John Stuart Mill d'un côté et David Ricardo de l'autre, dans leurs attaques notamment contre la rente foncière et donc contre le blé cher. Et tout au long du XIXe siècle, cette idée consistant à dire le libéralisme porte des valeurs sociales sur la question du prix du blé et donc du prix du pain va être centrale dans les débats de théorie économique. Suivent dans cette lignée les travaux de Henry George aux États-Unis, de Maynard Keynes évidemment en Angleterre, lui aussi, eux aussi, pour George et Keynes, porteurs d'un libéralisme progressiste ou, selon son terme, d'un libéralisme de gauche. Alors je sais que la question de la droite et la gauche est une question discutée sous ses ors aujourd'hui, mais les catégories dans les traditions intellectuelles restent ancrées. Donc la question que pose le livre est la suivante. Qu'en est-il en France, où les économistes libéraux du XIXe siècle ont tenu un discours très opposé aux revendications ouvrières ou à une fiscalité plus égalitaire? Ce sera peut-être abordé dans la table ronde de tout à l'heure. Donc à la fin du XIXe siècle, cette gauche est majoritairement favorable au libre-échange, toujours sur la question du prix du pain, et notamment au libre-échange agricole. Elle va s'opposer aux lois protectionnistes proposées par Jules Méline, et la tradition va perdurer, l'essai en fait la démonstration brillamment, jusqu'à De Gaulle, qui, lorsqu'il négocie l'entrée de la France dans le marché commun, va beaucoup plus s'appuyer sur la SFIO que sur le patronat, hostile au départ à cette entrée de la France dans le marché commun. Toutefois, et c'est la question que soulève l'ouvrage, un libéralisme de gauche n'a pas encore trouvé ses marques dans le paysage politique français. Donc ce sont ces raisons profondes qui sont analysées dans cet essai, qui associent des réflexions théoriques, des analyses historiques et des enjeux politiques. Je conclurai juste, avant de donner la parole à nos 4 auteurs, 3 ouvrages, 4 auteurs, vous vous débrouillerez, que le jury a pris un immense plaisir à lire les 8 ouvrages de la final list, beaucoup des ouvrages des 69, et notamment à lire et relire, parce que les discussions ont été serrées. Je vous conseille de lire les 8 ouvrages de la shortlist,
un immense plaisir à lire ces 3 ouvrages et je voulais remercier leurs auteurs pour ce plaisir intellectuel. Alors, règle du jeu, vous avez peu de temps chacun, on va prendre l'ordre, c'est-à-dire Pierre, puis Philippe, Christine, puis David, pour expliquer, ne pas reprendre le contenu du livre, sauf si vous trouvez que j'ai totalement trahi l'essence et la substantifique moelle de votre message, mais vous prenez un exemple pour illustrer. Par exemple, Pierre, c'est 965 pages, tu nous prends un tout petit exemple. Bon, veux-tu que j'aille au... Bon, c'est très bien, on reste assis. Ça, c'est plus confortable. Bon, merci infiniment. Je voudrais dire à quel point je suis honoré d'avoir bénéficié de ce prix. Comme je le disais tout à l'heure à Agnès, j'aurais préféré avoir le prix des économistes de moins de 30 ans, mais tant pis, celui-là me va très très bien. Donc, un exemple, c'est vrai que c'est un livre qui est très gros. Peut-être d'ailleurs j'ai eu le prix à cause du poids, la quantité de pages. Enfin, c'était en plus seulement le tome 1. Je vais finir Jordan finir le tome 2. L'ensemble fera près de 2000 pages. Et pour le livre 3, je laisserai Friedrich Engels faire le travail. Bon, plaisanterie mise à part, c'est très difficile de trouver un exemple, mais je voudrais un exemple qui illustre la méthode de l'économie historique sur la question fondamentale de savoir s'il y a des leçons de l'histoire. Bon, je ne crois pas qu'il y ait des leçons de l'histoire en tant que telles. J'avais dit jadis que l'histoire avait un cœur d'artichaut et qu'elle donnait une feuille à tout le monde, mais c'est ça. Et donc, je pense aussi à une formule qu'avait employée Ionesco en pensant à un de ses amis qui était un très grand sage et qu'on allait voir, dit-il, quand on était dans l'embarras. Et Ionesco dit, on allait le voir, on était dans l'embarras, il vous parlait pendant 2 heures, il vous expliquait, etc. Et à la fin, on était encore dans l'embarras, mais dans un embarras supérieur. Et c'est un peu comme ça avec les leçons de l'histoire. L'exemple, c'est les ruptures de la mondialisation et les globalization backlash, comme on dit aujourd'hui. Je pense qu'il y a maintenant un peu plus de 20 ans, Dany Rodrik avait écrit un livre dont le titre était « Est-ce que la mondialisation est allée trop loin ?» Et bon, déjà en 97. Et Paul Krugman avait dit c'est intéressant, mais vous donnez des armes aux barbares. Maintenant, à notre époque, il faut bien reconnaître que les barbares sont là. Ils sont de l'autre côté des mers, ils sont autour de nos frontières. Alors évidemment, c'est pas Rodrik en disant que la globalisation ou la mondialisation était allée trop loin qui les a fabriqués. Et Paul Krugman se trompait en l'accusant. Dire que la globalisation est allée trop loin, déjà il y a 20 ans, c'est faire comprendre que ces phases de mondialisation poussées à l'extrême amènent des ruptures sociales sur lesquelles je ne vais pas intervenir, mais que vous connaissez tous et qui sont notre situation, et que ces très fortes ruptures sociales, cette désintégration même de la société liée à ces phases d'ultralibéralisme et en particulier de mondialisation, amènent des réactions, backlash, c'est ça. Et on a des exemples dans l'histoire, et c'est intéressant de revenir un instant sur ces exemples. Les grandes crises, la crise de 1873, la crise de 1930 ou la crise de 2007 viennent à la suite de périodes qui ont été des périodes de mondialisation et on connaît les résultats et les conséquences
de ces ruptures protectionnistes qui ont suivi ces grandes crises. Alors, là, je vais être très rapide, tranquillisez-vous, je ne vais pas faire une description de toutes ces crises, mais ce que je veux dire, c'est que les leçons de l'histoire sont ambiguës et que ça dépend très fortement du type de protectionnisme qui a été mis en place. Tout le monde le sait, dans les années 30, lorsque Hoover met en place un protectionnisme ultra avec le tarif Oley-Smoot, avec toutes les répercussions que cela va avoir, les autres nations réagissant fortement, il va y avoir une chute encore accélérée du commerce international et les conséquences en seront négatives. Faire du protectionnisme en pleine crise, alors que le commerce s'effondrait déjà, ça a été très dur pour le développement économique de cette période et surtout pour la période qui a suivi la crise, la période de reprise qui a été très fortement retardée. En revanche, si on prend la période qui a suivi la crise, la grande crise de 1873, à ce moment-là, les choses sont un peu différentes. Il y a eu un livre, il y a déjà un certain nombre d'années, de Susan Berger qui parlait de notre première mondialisation. Et elle faisait une erreur considérable en considérant que la première mondialisation, c'était entre 1873 et 1914. La réalité, c'est qu'au contraire, après 1873, il y a une réaction protectionniste qui est très forte. Les résultats n'en sont pas catastrophiques. Mais pourquoi? Ils ne sont pas catastrophiques parce qu'en même temps, on a une réduction considérable des frais de transport liés à la deuxième révolution industrielle. Si bien que l'intégration mondiale se continue, l'ouverture se maintient et la dose de protectionnisme reste limitée, avec des conséquences, comme Béroc l'a montré, qui étaient favorables sur la croissance, et ça a permis aussi un certain développement des réformes sociales pendant cette période. Donc, on a deux situations qui sont tout à fait très très différentes, et le point sur lequel je voudrais conclure, c'est que ces barbares dont parlait Krugman, ce n'est pas seulement le protectionnisme, c'est un ensemble qui tourne autour du nationalisme et du nationalisme ultra, dont le protectionnisme n'est qu'une forme. Et le risque, ce sont évidemment lorsqu'il y a des dérives, et ces dérives ont eu lieu à la fin du 19e, bien sûr, et dans les années 30, et ces dérives, sans parler même de l'extrémité que furent les guerres, puis les situations des années après 1933, il faut montrer que ces guerres ont été des guerres commerciales, ont été des guerres de change, ont été des guerres fiscales, ont été aussi des luttes entre impérialismes, et enfin, on a même eu la guerre tout court. Donc ce qui nous menace aujourd'hui, et comme tout le monde peut le voir, ce n'est pas seulement la fermeture économique, ce qui peut être déjà extrêmement grave, mais c'est un ensemble de phénomènes que l'on peut effectivement assimiler au retour des barbares. Je vous remercie. Bien, je passe la parole à Christine et Philippe. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez tous les deux. Alors, je vais parler et puis Philippe interviendra ensuite pour compléter mes propos. Alors, tout d'abord, je vais parler en nos deux noms pour dire que nous sommes évidemment très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui pour un ouvrage qui est aussi l'aboutissement d'un projet qui était un projet comparatif avec des collègues étrangers. Donc, derrière ce petit ouvrage, il y a un projet de recherche qui a duré plusieurs années et dans lequel donc, nous avons cherché à analyser donc, des facteurs explicatifs des tendances observables de la productivité, donc du ralentissement de la productivité, comme l'a évoqué Annie.
Donc pour revenir au cœur de notre propos et donc à des éléments déjà évoqués tout à l'heure, effectivement, nous avons beaucoup centré nos analyses dans l'opuscule sur la question de la flexibilité et du lien entre flexibilité, productivité du travail et qualité de l'emploi. Alors pourquoi cet intérêt particulier sur cette relation? C'est parce qu'on constate, comme vous le savez, partout une croissance des formes flexibles d'emploi dans leurs diverses caractéristiques, que ce soit les contrats à durée déterminée, le temps partiel, des formes diverses d'emploi indépendants. Et donc l'idée qu'on développe dans l'ouvrage, c'est qu'il existerait plusieurs logiques d'utilisation de ces contrats flexibles par les entreprises. Une logique correspondant effectivement plutôt à une logique d'efficience productive, donc qui vise à s'ajuster aux variations de la demande, à s'ajuster à de nouveaux modes de production, à des innovations, donc qui serait évidemment, elle, plutôt favorable en termes de productivité, de compétitivité des entreprises, mais qu'il y aurait donc aussi une autre logique qui, selon un certain nombre d'indicateurs, tend à s'accroître dans différents pays, dont la France, qui serait plutôt donc une logique d'utilisation à des fins d'optimisation financière, donc avant tout de baisse du coût du travail. Donc cette logique, on l'observe dans différents pays. En France, on peut la voir par exemple au travers du développement des CDD d'usage avec donc des contrats de plus en plus courts utilisés par les entreprises, des contrats de durée inférieure à une semaine qui se sont fortement développés. On peut le voir aussi au Royaume-Uni, par exemple, avec le développement des contrats dits zero hours, qui a fait polémique d'ailleurs, y compris de l'autre côté de la Manche. Ou encore en Allemagne avec les mini-jobs, là aussi, qui ont été très, très fortement critiqués et qui sont aujourd'hui en phase partielle de re-régulation. Donc ces types de contrats et la croissance d'une utilisation qui est une utilisation à des fins d'optimisation financière, selon nous, elle comporte des dangers à la fois donc évidemment du point de vue des travailleurs, du point de vue de la qualité de l'emploi, à la fois la qualité perçue, la satisfaction au travail, le sentiment de sécurité en emploi, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir, mais aussi la qualité en termes de trajectoire, parce que ces comportements d'utilisation de ces contrats par les entreprises s'accompagnent aussi d'un plus faible effort de formation. Si on est dans une logique d'optimisation financière, on ne va pas effectivement investir dans la formation de ces salariés en contrat court. Donc tout cela est préjudiciable en termes de qualité des emplois. Mais par ailleurs, donc l'idée qu'on développe, c'est que c'est aussi préjudiciable en termes de productivité, de dynamique de la productivité dans les entreprises, d'innovation, puisque donc on a un certain nombre de travaux qui montrent une relation plutôt négative entre l'usage de ces contrats courts et l'innovation dans les entreprises. Et puis également plus largement donc de perspectives en termes de compétitivité de l'économie. Donc voilà un des points centraux que nous développons dans l'ouvrage et sur lequel je voulais revenir ce matin. Je ne sais pas si Philippe veut ajouter quelque chose. Tout à l'heure. Très bien. David, ton exemple. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier le jury d'avoir distingué mon livre et en particulier dire à quel point je suis sensible à ce qu'il a été décerné par un jury dont toi, qui es une éminente historienne de la pensée économique, était présidente, puisque c'était une sorte d'excursion dans un domaine. Enfin, ce livre porte assez largement sur l'histoire de la pensée économique, qui n'est pas mon domaine principal, donc j'y étais particulièrement sensible. Alors, tu me demandes un exemple, c'est particulièrement difficile pour moi de me limiter à un exemple, non pas seulement parce que, comme beaucoup de gens, je suis un petit peu bavard, mais aussi parce que le point de départ de mon livre, c'est le constat d'une forme de spécificité dans les débats français sur l'économie qui se manifeste dans des contextes extrêmement variés, et c'est l'accumulation en quelque sorte d'exemples d'une forme d'aversion pour les mécanismes de marché dans des domaines extrêmement différents les uns des autres, avec des enjeux politiques très différents, voire contradictoires, qui est le point de départ de mon questionnement. Donc au lieu de prendre un exemple et de le développer, je mentionnerai très rapidement quelques exemples. Le point de départ, c'est de constater que dans beaucoup de situations portant sur des domaines extrêmement variés, on a parfois des convergences étonnantes entre gauche et droite pour s'opposer aux mécanismes de marché. Ça se manifeste pas un exemple, la loi dite
anti-Amazon, votée, je crois, à l'été 2015 ou 2014, qui porte sur un sujet apparemment technique, c'est-à-dire le prix de vente des livres vendus par Internet. Loi votée à l'unanimité au nom de la défense de la culture française, du modèle culturel français, qui a pour principale conséquence d'augmenter les profits de deux très grandes entreprises, Amazon et la Fnac, qui vendent ces livres en ligne. Autre exemple particulièrement pertinent en ce jour où les lycéens qui devaient nous rejoindre n'ont pas pu venir à cause d'une grève des transports, la question de la manière dont on limite la place de l'automobile dans les grandes villes. À Londres, le maire d'extrême gauche, Ken Livingstone, dit Ken le Rouge, a mis en place un péage urbain. Alors ça peut paraître étrange d'appeler mécanisme de marché, ce qui est un péage, donc plutôt une mesure coercitive mise en place par la puissance publique, mais c'est néanmoins, dans une certaine mesure, un mécanisme de marché, puisque cela revient à attribuer un prix à la circulation automobile, donc à attribuer un prix qui correspond à l'externalité négative produite par l'usage de la voiture individuelle. Et donc cette solution, disons, qui est un usage d'un mécanisme de marché par la puissance publique, a été rejetée en France, puisque ça n'est en place nulle part. Et ce qui m'a intéressé, c'est que la raison invoquée par les personnes qui ont le plus expliqué leur opposition, à savoir les deux maires socialistes de Paris et de Lille, était que finalement, un péage urbain, donc, qui est adopté par le maire d'extrême gauche à Londres, eh bien, en France, c'est vu comme une mesure de droite, parce que ça revient à permettre aux riches de payer pour polluer. De très nombreux exemples portent sur les débats européens. En matière agricole, face à la crise du lait, le réflexe unanime des gouvernements français, alors du gouvernement en place qui était un gouvernement de gauche, mais quand on a eu des épisodes similaires avec des gouvernements de droite, c'est d'essayer de revenir à des systèmes de quotas et de prix garantis, plutôt que de chercher des mécanismes de gestion de la volatilité des prix et de protection des producteurs qui puissent être insérés de manière plus flexible, disons, à des mécanismes de marché. Autre exemple, puisqu'on parle de la libéralisation du transport ferroviaire, dans toutes les évolutions d'ouverture à la concurrence de secteurs anciennement régulés, qu'il s'agisse d'énergie, de transport ou de services postaux, eh bien, la France est systématiquement le pays qui essaye de freiner et de retarder autant que possible ces évolutions. Et je ne dis pas cela pour dire à chaque fois qu'elle a tort. Il y a des très bonnes raisons de douter des vertus de la libéralisation dans tel ou tel secteur, mais simplement le point de départ, c'est le constat que sur toutes ces problématiques, on pourrait mentionner également les aides d'État, domaine dans lequel le patronat français est en général présente un front commun avec les gouvernements de droite et de gauche pour expliquer que les politiques ultralibérales de l'Union européenne empêchent de mener une politique industrielle, c'est-à-dire de verser des subventions aux entreprises. Donc le point de départ de mon livre, c'est une forme d'étonnement devant ce type de convergence et une tentative finalement de comprendre son origine en remontant effectivement au débat entre économistes à partir du 19e siècle et en analysant notamment la manière dont la théorie économique et les débats entre économistes s'insèrent dans le débat public dans un sens plus large. Je me suis intéressé en particulier à une question spécifique qui est celle du droit de la concurrence et de son évolution depuis la fin du 19e siècle, pour montrer que là encore, on trouve au nom, finalement, avec des motivations très variées, très différentes, du côté du patronat et de la droite qui en est proche, disons la défense bien comprise des intérêts des grandes entreprises qui ne souhaitent pas, évidemment, voir une action publique trop énergique défendre la concurrence, et à gauche, chez beaucoup d'économistes, notamment les économistes de l'école durkheimienne, une grande méfiance à l'égard des politiques visant à promouvoir de la concurrence, pas du tout motivée par la défense des intérêts des grandes entreprises, mais plus par une forme d'opposition intellectuelle à l'idée de concurrence. Et c'est l'histoire de ces convergences un petit peu paradoxales que j'ai voulu écrire dans ce livre. Merci. Alors, marché globalisé, les barbares sont aux portes, marché du travail et ses spécificités, marché droite et gauche. Je vous propose de réagir rapidement. Je surveille Pascal du coin de l'œil qui me fait des signes cabalistiques sur le temps qui me reste. Donc nous avons à peu près 12 minutes qui restent. Il faut 2 minutes pour remettre les prix. Donc 10 minutes. Qui veut commencer? Qui veut réagir? Oui, je veux bien réagir à ce que David vient de dire, de façon un peu provocante, sur le marché. Et Annie avait dit que j'avais passé une bonne partie de ma vie à travailler sur
les œuvres complètes d'Auguste et Léon Walras, bon, qui ont fait beaucoup pour la libre concurrence, ça c'est sûr. Ce que je veux simplement prendre comme exemple, en le reliant à ce que je disais, c'est que sur la question du libre-échange, par exemple, Léon Walras était totalement opposé au traité Cobden-Chevalier. Il considérait que ce serait une catastrophe pour la France parce que les structures de l'économie française n'étaient pas prêtes à affronter les structures de l'économie britannique. Donc, le marché, sans doute, la libre concurrence, c'est formidable quand ça peut fonctionner, mais le grand maître lui-même nous alertait sur les risques que cela peut présenter, soit qu'elle soit faussée, soit qu'un pays ne soit pas prêt à affronter la compétition. Voilà une toute petite, un exemple dans l'exemple. Philippe. Oui, alors je pense qu'effectivement la question du marché est absolument essentielle et finalement peut-être une des difficultés aujourd'hui du fonctionnement du marché, c'est que pour beaucoup d'entreprises, et notamment les plus grosses, elles se trouvent dans une situation de d'easy game, c'est-à-dire, pour faire le lien entre les propos actuels et puis certainement la table ronde après, on arrive à faire de l'argent facilement, soit à travers de l'optimisation sociale, soit à travers de l'optimisation fiscale, plutôt que de réfléchir à innover, améliorer les processus productifs. Et on voit là qu'on est dans cette optimisation au nom de la mondialisation, alors même qu'on pourrait s'attendre que la mondialisation pousse à l'optimisation productive, au nom de la mondialisation, on est aujourd'hui dans un schéma qui entraîne une sorte de dégradation de nos économies de marché, et donc toujours si on va dans ces grandes entreprises, eh bien c'est finalement le même acteur qui va à la fois essayer de défendre des rentes sur certains marchés, qui va défendre une optimisation fiscale et qui va défendre une optimisation sociale, et ces acteurs sont souvent dans les directions financières des entreprises, et tout cela, c'est aussi une grande défaite de la figure de l'ingénieur qui historiquement dominait notamment en France. Voilà, on a perdu notre présidente. Alors, deux points en rapport avec ce que vous avez dit tous les deux. Philippe, d'abord sur la question de la fiscalité. Effectivement, moi, il me semble, et c'est en rapport avec la table ronde qui va suivre, que l'un des grands sujets de politique publique, notamment en Europe, c'est d'essayer d'aboutir à une forme d'harmonisation fiscale, enfin en tout cas de mettre fin à la concurrence fiscale sur au moins l'impôt sur les sociétés. Et l'un des sujets que j'essaie de mettre en avant, l'un des thèmes que j'essaie de mettre en avant dans mon livre, c'est que finalement, les pays ont un capital politique à utiliser dans les différents débats européens pour essayer de faire valoir leur vue, et que probablement, on gagnerait en France si on est attaché au maintien d'un État social et d'une fiscalité qui n'accable pas exclusivement les facteurs immobiles, c'est-à-dire le travail relativement peu qualifié, à déployer peut-être beaucoup plus d'énergie sur cette question de la lutte contre la concurrence fiscale, ce qui est difficile puisque ça revient à prendre des décisions qui nécessitent l'unanimité des États membres, quitte à peut-être insister moins sur ce qui a été traditionnellement le cœur des démarches françaises, c'est-à-dire maintenir le budget de la politique agricole commune et parfois essayer d'infléchir les négociations commerciales dans un sens un peu plus protectionniste. Il me semble que cette question de la concurrence fiscale et de la lutte contre ce fléau économique mais aussi politique, je pense que c'est l'une des grandes explications des poussées populistes un peu partout, bien, je pense que ça serait une direction souhaitable. Alors pour revenir sur Walras, l'un des thèmes aussi sous-jacents de mon livre, c'est l'idée que finalement il y a un petit peu une opposition qu'on rencontre qui traverse, je pense, le 19e et le 20e siècle, entre l'idée qu'on va rendre la société plus juste et plus égale par des mesures de type fiscal, et l'idée qu'on va la rendre plus juste par non pas des mesures fiscales, mais des politiques nombreuses d'entrave, d'intervention plus intrusive dans le fonctionnement des marchés. Et un exemple qui me paraît particulièrement pertinent
à la fois par rapport à Walras et par rapport au monde dans lequel on vit, c'est celui du logement, du logement et de la rente foncière, puisque Walras, comme avant lui Henri George et John Stuart Mill, attachait beaucoup d'importance à la rente, et son père attachait beaucoup d'importance à la rente foncière et préconisait sous diverses formes ce qu'on peut appeler finalement une nationalisation, en tout cas forte taxation de la rente foncière. Donc finalement l'idée qu'on retrouve chez Walras, mais aussi très fortement chez Henri George dans le monde anglophone, c'est l'idée de dire qu'il y a une sorte de solution presque miracle aux inégalités et aux injustices, qui est le prélèvement de la rente foncière, qui a beaucoup de vertus puisque ça n'a pas de conséquences défavorables sur les incitations, ce qui est effectivement plus difficile à soutenir dans le monde actuel où l'agriculture joue un rôle moindre. Si on regarde les politiques menées en matière de logement en France, alors d'abord si on regarde les inégalités, j'ai plus de temps. Les inégalités, le logement et l'appréciation des logements, par exemple à Paris, ça joue un rôle très important dans l'augmentation des inégalités de patrimoine. Et là, on voit qu'il y a deux manières de les aborder. L'une qui est de faire payer, de prélever une partie de cet enrichissement sous la forme d'une taxe foncière qui serait établie sur la base des vraies valeurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Et une autre qui est d'essayer d'empêcher l'exercice du pouvoir de marché que donne la détention de ces actifs immobiliers, par exemple en choisissant la voie de la régulation des loyers. L'un des points que j'essaie de développer, et je vais m'arrêter là, c'est que le prélèvement de la rente foncière, donc la fiscalité, serait une voie à la fois plus juste et plus efficace qu'un mécanisme plus intrusif comme le contrôle des loyers. Bien, merci à tous. Ce que je vous propose, puisque j'ai vu en passant qu'il y avait un verre prévu à la fin de cette séance, c'est ensuite, plutôt que de donner la parole à la salle maintenant, ce qui nous prendrait trop de temps, d'agresser sauvagement nos auteurs autour d'un verre de vin blanc tout à l'heure. Je vais procéder à la remise des prix. Je remercie le libraire de livres anciens. Nous avons décidé à l'AFSE depuis quelques années de remercier les auteurs en leur donnant des livres anciens de théorie économique ou d'économie politique ou qui concernent leur domaine ou les ouvrages que nous avons choisi de primer. Et donc ces livres sont choisis longuement, ça prend beaucoup de temps de choisir les livres, avec un merveilleux libraire qui s'appelle Patrick Achuel, qui est rue Monge, et qui est le libraire avec qui nous travaillons régulièrement pour ces remises de prix. Alors, à gros ouvrages, voici le livre de Pierre Decaisse. Je vous laisse les ouvrir et ensuite découvrir... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est pour Christine. Ça, c'est pour Philippe. C'est plus petit et c'est proportionné. Et ça, c'est pour David. Alors... nous allons regarder ce que c'est. Je vais quand même donner les titres. J'ai mis dedans les cartes de Hatchuel. Vous pouvez les changer si vous êtes malheureux de vos prix, mais j'espère que vous ne le serez pas. Donc, nous avons un ouvrage qui s'intitule en toute simplicité « Les progrès de la science économique », qui est un ouvrage d'un libéral. Je crois que ses lectures le portaient plus de l'autre côté, donc ça lui fera du bien de changer un peu de point de vue. De Maurice Bloch, « Les progrès de la science économique depuis Adam Smith », révision des doctrines économiques, en 2 volumes. David, qui se plonge dans l'histoire de la pensée, ce qui me réjouit, a un vocabulaire manuel d'économie politique, publié en 1898, dans lequel j'ai vérifié les définitions de marché, impôt, fiscalité, sont tout à fait précieuses. Philippe a un ABC du travailleur, de Edmond à bout. Ce qui aujourd'hui, dans le temps mouvant qui est le nôtre, peut toujours servir à quelqu'un qui s'intéresse à l'économie du travail. Et féminisme partagé oblige. Nous avons trouvé pour Christine la réglementation du travail des femmes et des enfants aux États-Unis, ce qui est une enquête extrêmement importante qui a fait date et qui a marqué à la fois les travaux sur le travail des femmes en France et aux États-Unis. Voilà, bravo à tous et nous laissons la place à la table ronde.